Bonjour à tous. Dites-moi, vous aimez le foot? Ouais! Vous aimez le viol? Attention, en raison d'un risque non négligeable d'attentat terroriste à l'encontre de la production de cette vidéo, la blague suivante a été retirée du montage pour ainsi dissiper tout malentendu à l'égard d'une religion quelconque. Pour se faire pardonner, la production vous offre 5 secondes d'amusement. Merci de votre compréhension. Eh bien super, car aujourd'hui, on va parler de vos deux passions, le foot et le sexe non consenti, avec un film étonnamment positif, ou feel good, comme disent les fils de pute d'anglophones. T'as encore décidé de te faire des amis, toi? Eh oui, car comme dirait Pierre-Emmanuel Barré, Si tu utilises souvent des mots anglais dans tes phrases, il y a que deux explications. Soit t'es québécois, soit t'es un fils de pute. eh oui, toujours se disculper en invoquant une personne plus populaire que vous les enfants. C'est l'argument ad populum, c'est-à-dire l'inverse du point Godwin, ou son exacte transcription si vous êtes néo-nazi. À vous de voir. Mais trêve de digression inutile, aujourd'hui nous parlons de Coup de tête de Jean-Jacques Hano. On commence avec un générique dans un contexte de victoire footballistique, puis on a ça. Moi, François Perrin, porté en triomphe, acclamé par la foule. Ça a vraiment l'air d'une blague. Carton rouge direct, j'en ai rien à foutre, on se retrouve dans 6 mois pour une nouvelle vidéo de merde, abonne-toi et mets la cloche. Enculé, va. T'es qu'un petit PD. Bon allez, on va dire qu'on passe outre. Le personnage adulé nous explique son histoire qui consiste à se faire virer de son club de foot pour une faute à l'entraînement, puis de l'usine parce que, à Trinquant, le nom de la ville du film, c'est comme à Sochaux, le club c'est l'usine, et donc on fait d'une pierre deux coups, direction le chômage. Sauf que notre personnage est une ordure syndicaliste qui ne se laisse pas faire, et va en parler au patron. Je vous dois tout, monsieur le président. Alors, je vous rends tout. Après cette révolte proto-communiste, notre héros cégétiste va se mettre à bosser. J'ai découvert le Sénégal, le Togo, le Mali, le Tchad. Le nombre de tribus que j'ai pu croiser. Avant de décider de se tirer de sa ville de merde ne disposant que d'une usine donc sans perspective pour lui. Je me tire. Il date de quand le film 79. Non, rien. Sauf que, avant de se casser, il va boire un coup et prévenir sa maîtresse par téléphone. Sauf que voilà, elle est avec son mari et notre héros perd le téléphone, et donc... Cuisine. Donc, notre héros. Comment il s'appelle d'ailleurs? François Perrin. Perrin. Ça me rappelle quelque chose. Donc notre héros se fait virer du bar par les supporters toujours très futés bien sûr, avec un barman perplexe. Mes verres et... Puis il va dire au revoir à sa maîtresse en face cette fois-ci, en ayant un peu abusé de la chartreuse au préalable. Oui, vous noterez que le personnage n'est pas parti du bar raide bourré. Il s'est donc murgé entre deux séquences, ce qui, bon, n'est pas impossible, on s'entend, mais qui est tout de même curieux. À croire qu'il manque une séquence où que celle du bar devait montrer une murge carabinée, sauf que pas de bol, elle devait raconter autre chose, et ça donne ça. Oui, je pinaille, mais je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il y a un truc qui manque entre les deux scènes. Bref, il réveille le mari en tentant de niquer sa maîtresse sur l'échafaudage, après tout pourquoi pas, et se barre de manière misérable. Je suis à poil. On découvre un nouveau personnage, une femme qui honore bien sûr les traditions féminines en se plantant bêtement en bagnole. Comme quoi on critique les Saoudiens, mais peut-être qu'ils sont juste très à cheval sur la sécurité routière. Puis un homme arrive. Salut ma jolie. Petite coquine. Bref, il lui ramène la casserole sous les yeux de deux employés du club de foot et d'une femme médusée. Ellipse, deux flics de choc arrêtent François Perrin dans la gare et l'inculpent pour la sauterie non consentie précédemment évoquée. Il l'interroge avec les méthodes qui font honneur à notre police, à savoir la gentillesse. Écoute, mon grand, il n'y a que des mâles ici. S'il y a une chose qu'on peut comprendre, c'est bien ça. Enfin, c'est vrai. Et moi, je vais même plus loin. Moi, je dis, c'est pas un crime. Puis la méthode dure. Mais pas de bol pour notre héros, il est reconnu par la gonzesse. C'est sûr que si elle est myope, y a pas de raison qu'elle conduise bien sans lunettes. Il voulait la rue de la paix, il aura la casse-prison sans toucher les 20 000 balles. On comprend ensuite que l'identité du violeur n'est autre que Berthier, le footballeur star de l'équipe de foot de Trinquant qui a fait virer Perrin du club, sachant que les deux témoins le savent pertinemment et ont volontairement mis ça sur le dos de notre protagoniste pour garder une équipe compétitive sans faire de vagues. Après une ellipse qui semble durer plusieurs mois, le club de foot de Trinquant est en 16e de finale de la Coupe de France. Et lors du déplacement pour le match aller, le quart des joueurs se viandent. Donc ils ont vraiment un problème de conduite dans ce bled. Bonne nouvelle! Mais hécatombe tout de même, seuls 10 joueurs sont en état de jouer ce match, ce qui mène les dirigeants du club à la conclusion évidente de reprendre le banni. Mais bien sûr, la direction de la prison va expliquer au président du club que ça ne marche pas comme ça, et qu'on ne peut déroger à la détention provisoire pour pallier à un manque de qualité sportive. C'est de l'ironie, c'est ça?
Bien sûr que non, libération temporaire de 24 heures avec un supplément supporter. Allez, trinquant, allez, trinquant, allez, trinquant, allez, trinquant, allez. Sauf que Perrin s'en branle et est toujours dans son optique d'emmerder le monde, donc il se tire à la première occasion et se fait prendre en stop. Et en plus d'être insolent, il fait passer toutes vos plus cheloues expériences de covoite pour des banalités sans nom. Et je vais rentrer dans une chambre de femme. C'est vrai? Elle t'attend? Non. Non, je vais la violer. Elle va hurler. Mais ça fait rien, je lui mettrai un coussin sur la figure. Et je vais la violer, alors là. Et après... je retournerai en prison après. Sauf qu'en plus, il est sérieux et s'introduit chez la nana qu'il n'a pas violée. Attends, comment il sait où elle habite? Bon, l'intuition sans doute. Il explique à la demoiselle ses griefs. Ça fait 2 mois que je suis en prison. Pour un viol que j'ai pas commis. Je suis venu pour réparer. Ce qui, franchement, devant un juge se tient. Tout paiement implique service, et ce quand bien même la nana est un peu mauvaise joueuse. Perrin se dégonfle cependant en mettant donc sa détention en perte et profit. Malgré la tentative de réparation avortée, la gonzesse décide de courir après Perrin pour se faire pardonner de sa myopie. Elle le prend à la volée, ce qui lui permet une explication. Notre héros demande à la gourgandine de le déposer à la prison, mais il est reconnu à un barrage de police et embarqué sous les yeux doux de la nana qu'il a quand même voulu violer 30 minutes avant et est forcé de jouer le match. Au même moment, la nana revient sur son témoignage, ou du moins essaye, et va faire une visite à la femme témoin du viol, qui lui explique qu'elle s'est faite extorquer son témoignage contre Perrin. Et oui, vous avez bien entendu, tout ça durant la première mi-temps du match. Alors, je sais que c'est un détail, mais le montage alterné indique bien que ça a eu lieu en même temps, donc en 45 minutes seulement. Donc, soit erreur de montage anecdotique, ou la fille est extrêmement rapide. Bref, Trinquant est mené 1-0 à la pause, ce qui n'est pas top mais pas déshonorant non plus. Malgré le statut amateur du club, le président use de méthodes très convaincantes. L'autre moitié à la fin du match, si on gagne. Ce qui a tendance à motiver les troupes. Lors de la seconde mi-temps, Perrin égalise par accident, puis marque le but de la victoire en mode Maradona. Autant dire que la prison n'est plus au programme et on en arrive au début du film. François Perrin, notre héros, est porté en triomphe par la ville qui l'avait rejeté peu avant. Bien qu'il lui soit offert une chouette nuit dans le meilleur hôtel de la ville, Perrin souhaite respecter le contrat et rentrer en prison malgré les réticences des dirigeants du club. Mais bon, il le ramène et... Je reviendrai! Sûrement pas! Face au refus catégorique du directeur de la prison, il se contente du 5 étoiles. Il reçoit au matin sa nouvelle meilleure amie qui lui livre les conclusions de sa contre-enquête et son envie de balancer tout le monde. Ce à quoi Perrin lui demande d'attendre un peu. Perrin qui a les honneurs de tous ceux qui l'enfonçaient lorsqu'il était au plus bas, à savoir les gens du club, y compris le président, mais aussi les policiers et le tenancier du bar. Beau joueur, Perrin offre à tous ses joyeux lurons un dîner en mode repas de seigneur et ses bibis qui régalent. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Offre qu'ils ne peuvent bien sûr pas refuser. Le dîner a lieu et notre héros en profite pour expliquer clairement aux convives qu'il sait tout et qu'il va tout casser le lendemain chez les loustiques en réparation des mois de tôle et qu'il va balancer Berthier aux flics en prime. Au sortir de la soirée, Perrin suit la voiture du président et à son arrivée chez lui, lui vole sa voiture avec sa femme dedans en expliquant la violer, désormais intouchable au vu de son statut de joueur star. Ouais, ça a du sens. La femme du président qui ne semble pas particulièrement importunée à cette idée d'ailleurs. Et qui semble au contraire plus embarrassée lorsque Perrin se rétracte et repart seul avec la voiture du patron. Malgré cette rétractation, les convives prennent peur et préparent le coup en barricadant tout et en commandant les futures vitres avant même le passage de Perrin. Mais comme à son habitude, ce brave François ne met pas à exécution ses promesses de réparation et se contente de rendre la bagnole qu'on lui avait confiée au concessionnaire et de foutre les jetons à tout le monde en prenant le soin de passer devant les enseignes de toute l'équipe. Après ce coup d'éclat, Perrin décide de rendre de nouveau visite à la demoiselle chez elle par effraction comme il lui avait promis, sauf que cette fois elle l'attendait. Une voix off nous apprend que sans Perrin, Trinquant subit une belle remontada des familles et fut éliminé en règle de la Coupe de France. Et c'est la fin de Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Résumons ensemble la morale du film. Si vous vous rétractez dans une tentative de viol, la fille va devenir amoureuse de vous? Pas tout à fait. Le film narre donc l'histoire d'un gars lambda, plutôt moyen, voire même médiocre, qui va passer de paria à héros de sa ville à la faveur d'un heureux concours de circonstances. Perrin... La chèvre! Quoi? C'est le même nom que Pierre Richard dans La Chèvre! C'est ça! Oui, alors, justement.
Si j'ai précisé que le film était réalisé par Jean-Jacques Hano, réalisateur célébré par des films comme La guerre du feu, Le nom de la rose, L'ours, 7 ans au Tibet, Stalingrad ou plus récemment Notre-Dame brûle, j'ai volontairement omis de dire que le scénario était signé Francis Weber, qui à l'époque n'avait réalisé qu'un film, Le Jouet, mais qui depuis s'est fait connaître pour de nombreux films très populaires comme La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Dîner de cons et d'autres. Mais à l'époque donc, il était surtout un homme venu du théâtre et qui, depuis le début des années 70, était un scénariste réputé de comédie, comme pour Le Grand Blond avec une chaussure noire, L'Emmerdeur, La Cage aux folles, mais qui fut aussi au dialogue sur Peur sur la ville d'Henri Verneuil, à croire qu'il y a une logique dans ce que je raconte. Et donc, au théâtre puis au cinéma, il créa le personnage de François Pignon, personnage vu souvent comme niais, stupide ou globalement maladroit, et dont François Perrin n'est qu'une autre dénomination, dans la mesure où c'est grosso modo le même concept. Sauf que, dans ce film, vous noterez que François Perrin n'est pas vraiment stupide, ni particulièrement niais, ou spécialement maladroit. En voyant le film, on pourrait presque oublier que le personnage aurait pu s'appeler Pignon. Et pour cause, car en réalité, ce film montre justement que le personnage fétiche de Francis Weber, ici sous les traits de Patrick Devers, n'a pas pour caractéristique principale sa stupidité ou autre caractéristique dégradante. Ce qui caractérise le personnage ici est plus son caractère de perdant du jeu de la vie. Un homme plutôt banal qui se fait virer et accusé à tort d'un crime et qui, malgré cela, va remonter la pente en prouvant sa valeur et en humiliant ceux qui s'étaient joués de lui. Et si vous connaissez un peu les autres œuvres de Francis Weber, vous aurez noté que c'est aussi le cas des autres itérations de Pignon ou Perrin. On est toujours face à des personnages que l'on prend pour minables et qui en définitive ne le sont peut-être pas autant qu'on pourrait le penser, malgré les apparences. Perrin et Pignon, ce sont avant tout des hommes défavorisés et que des personnages supérieurs socialement vont essayer d'exploiter pour leurs propres intérêts, et qui vont se prendre à leur propre jeu. La différence entre Coup de tête et les œuvres futures de Weber est que dans ce film, Perrin n'est pas ridiculisé à l'excès au départ, contrairement à des films comme Le Dîner de cons ou La Chèvre. Il est montré comme quelqu'un de banal sans plus. D'ailleurs, ce traitement est proche de celui dans le tout premier film réalisé par Francis Weber, qu'est Le Jouet, où là aussi, le personnage de Perrin est utilisé par son patron jusqu'à ce que celui-ci retourne la situation à son avantage. Autant dire qu'on est face à un film qui nous explique que la haute bourgeoisie peut, pour ses intérêts, sacrifier un homme, allant jusqu'à lui foutre sur le dos les pires choses, et qu'il est de notre devoir de lutter contre cet état de fait en résistant et en mettant ces gens face à leurs propres contradictions. Et tu es en train d'insinuer que le cinéma est politique. C'est fou, non? Bref, l'aliénation c'est la mort et se laisser faire c'est être une merde. Ce qui est intéressant au-delà du message, c'est de noter que Francis Weber, au début de sa carrière de scénariste et réalisateur, avait tendance à mettre le spectateur du côté de cette victime de la société, là où, par la suite, il a eu tendance à nous mettre du côté, sinon du bourreau, du moins de celui qui subit le personnage de Pignon ou de Perrin. Ce qui n'est pas nécessairement mal, mais qui a pour effet de masquer le propos social derrière. Après, ne me faites pas dire ce que je ne pense guère, j'aime beaucoup les films de Weber des années 80-90, mais je trouve qu'on y a perdu dans le côté fable social, aspect qui, il me semble, est une des grandes qualités de Coup de tête, film culte d'une époque qui a malheureusement tendance à être oublié de nos jours. Tout ça pour dire donc, voyez Coup de tête, c'est un excellent film qui se voit et se revoit sans déplaisir, qui ne paye peut-être pas de mine au départ, et qui pourtant est une véritable pépite du cinéma français des années 70. C'est ainsi que se termine ce 3e épisode de Macro, on se retrouve d'ici peu pour de nouvelles aventures, et d'ici là, n'oubliez pas de mettre vos lunettes avant de craquer une allumette. À la prochaine dans la draisienne!